Bonsoir. Je suis enchantée de vous accueillir ce soir à l'Université de Genève pour notre événement intitulé « Le Messager, une histoire de l'ARN messager ». Pour commencer, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Martine Collard et je suis vice-rectrice de l'Université de Genève en charge de l'enseignement. Je suis également, et depuis beaucoup plus longtemps d'ailleurs, biologiste et professeure à la faculté de médecine. Le laboratoire de recherche que j'y dirige étudie le contrôle de l'expression des gènes dans nos cellules, un mécanisme essentiel au développement et à la santé de tous les organismes vivants, et qui n'est pas sans rapport avec la molécule dont nous allons longuement parler ce soir, l'ARN messager. Qu'est-ce que l'expression des gènes? C'est ce qui permet, à partir du même ADN présent dans le noyau de toutes les cellules d'un organisme, de donner naissance à une multitude de cellules différentes, sang, peau, reins, poumons, etc., puis d'en assurer le fonctionnement selon les besoins de l'organisme, au bon endroit et au bon moment. Ce mécanisme, au cœur même de la vie, doit être finement régulé. Et c'est précisément le rôle de l'ARN messager. À l'interface entre le code génétique, logé dans le noyau cellulaire, et les protéines en charge d'exécuter ce programme, cette molécule a en effet la charge de donner le signal de la synthèse des protéines, puis de se dégrader rapidement quand son action n'est plus nécessaire. À ce titre, l'ARN messager est absolument essentiel à la vie et le centre de mes recherches depuis plus de 30 ans. Pendant la pandémie de Covid-19, j'ai été particulièrement touchée lorsque les vaccins à base d'ARN messager ont été déployés, en constatant à quel point cette molécule a suscité des peurs et des angoisses et à quel point elle était méconnue. J'ai été très souvent interpellée par des amis et des amis d'amis uniquement pour expliquer ce qu'était l'ARN messager et rappeler que ce n'était pas une nouvelle molécule récemment découverte dont on ne savait pas grand-chose. On l'étudie en effet depuis des décennies et dans des contextes aussi différents que l'oncologie ou les troubles musculaires. Certes, les vaccins contre le Covid-19 l'ont projeté sous la lumière, mais son histoire, des premières études au prix Nobel, est bien plus complexe. C'est pourquoi, avec Yelena Ganzov, co-réalisatrice du film que vous allez voir ce soir, nous avons désiré organiser une projection publique pour expliquer ce qu'est l'ARN messager et revenir sur l'extraordinaire espoir thérapeutique qu'il suscite. Après la projection du film, des expertes et experts partageront avec vous l'avancée de la recherche et répondront à vos questions. Ce débat sera modéré par Mme Isabelle Moncada, journaliste et productrice du magazine d'information scientifique et médicale 36.9 de la radio-télévision suisse que vous connaissez tous. Elle a gentiment accepté d'animer cette discussion à titre bénévole et je souhaite d'ores et déjà la remercier chaleureusement. Je remercie également nos experts et expertes, le professeur Adrian Kraner, spécialement arrivé de New York pour cette soirée, le professeur Steve Pascolo de l'Université de Zurich, la professeure Alexandra Calmi, qui sera par Zoom, ainsi que les professeurs Michael Pittet et Arnaud Didier-Laurent de l'Université de Genève. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je passe maintenant la parole à Yelena Ganzov, productrice et co-réalisatrice du documentaire « Le Messager, une histoire de l'ARN messager ». Alors que nous sommes réunis au sommet de 2024, il est frappant de constater à quel point les choses sont beaucoup plus claires qu'à l'aube de mars 2020, lorsque le monde semblait flou et incertain. Rapidement, les conversations ont porté autour des vaccins et particulièrement ceux basés sur la technologie de l'ARNM, l'ARN messager. Je dois l'admettre, comme vous, j'avais beaucoup de questions. Je ne savais pas moi-même si je souhaitais me faire vacciner. Ayant grandi dans une famille de médecins et ayant même envisagé de faire des études de médecine, j'ai commencé à faire mes propres recherches pour mieux comprendre de quoi il s'agissait et qui était derrière ce fameux ARNM et cette technologie. Et donc, pendant la production du film, il y a eu beaucoup de défis et je crois que ma curiosité a ouvert la voie à ce qu'allait devenir ce film, Le Messager, l'histoire de l'ARN messager.
Le plus grand défi était de combler l'écart entre la complexité de la science et les êtres humains normaux. Je n'oublierai jamais quand j'étais dans la voiture avec mon mari et j'essayais de lui expliquer les protéines, le ribosome, l'ADN, l'ARN messager. Il m'a dit « Attends 2 secondes là. Qu'est-ce que l'ARN ?» En 3 mots. Et là, je me suis dit « Ah, comment est-ce que l'on peut expliquer le messager? Qu'est-ce que c'est que ce messager ?» Nous avons demandé à tous les scientifiques d'expliquer comment le ARN messager fonctionne. Et c'est Steve Pascolo, qui est là, ici, ce soir, parmi nous, qui l'a mieux expliqué. Il a comparé l'ADN à une chose très simple, dans la vie, donc comme le Père Noël. Donc si c'est le cas, eh bien, qui sont les autres? Qui sont les elfes autour du Père Noël? Eh bien, quelques jours plus tard, il m'a envoyé un dessin avec une petite cuisine, un chef au milieu, et je me suis dit, ah ouais, ça c'est bien, ça explique bien, c'est ludique. Mais le problème, c'est qu'il y avait une barre et qu'il avait précisé ne pas partager. Et moi, je souhaitais qu'une chose, c'était bien sûr le partager avec mes collègues de l'Institut à Genève. Donc, j'ai dû lui demander la permission. Et je crois que ce film n'est pas simplement porté sur la science, mais c'est l'histoire d'êtres humains qui ont décidé un jour de lutter pour leurs convictions et de lutter pour l'innovation. Et je souhaite remercier tous les scientifiques qui ont contribué à ce film du fond de mon cœur. Je remercie la coproduction, la chaîne RTS, les coproducteurs, co-directeurs, Katalin Karikó, Drew Weissman, nos autres collègues qui sont ici présents, Bettina Hoffman, Tarek Daoud, Eve Duran, Jérôme Bor, Kostas Makrinos, etc. Maintenant, je vous invite à regarder le film ensemble. Il persiste l'idée que la science est une quête solitaire, menée par un génie isolé du monde, griffonnant avec passion des équations sur un bout de papier, puis criant « Eureka » et courant dans la rue pour annoncer la découverte au monde. Il ne fait aucun doute que des phénomènes de ce genre ont existé dans l'histoire de la science. Mais en vérité, ce qui fait la différence dans le monde réel possède des caractéristiques assez difficiles à transformer en un bon film. La nouvelle souche de coronavirus a été détectée pour la première fois il y a plus d'1 mois dans la ville de Wuhan, en Chine. Il y a maintenant plus de 220 cas confirmés. Nous ne savons pas encore si la maladie est grave, ni comment elle va se propager. Des rapports font désormais état de transmission interhumaine. Elle est 10 fois plus mortelle qu'une grippe saisonnière. L'Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d'alarme en déclarant que le coronavirus est une pandémie. Nous avons sonné l'alarme haut et fort. Le vaccin, c'est pour quand? C'est pour qui? Qu'est-ce que ça concerne exactement? Qu'est-ce qu'on sait précisément de ce que nous préparent Moderna et Pfizer? Nous avons tout de suite compris que l'ARNM avait un très grand potentiel. On a été les premiers à vraiment croire en cette technologie. J'ai vu que l'ARNM est une technologie qui pourrait s'adapter à notre vision du développement des vaccins. À l'époque, ils expérimentaient toutes sortes de technologies différentes. Dès que j'ai obtenu ce flacon, bam, tout a fonctionné. Alors nous avons pensé, ça c'est intéressant. Peut-être pourrions-nous trouver des moyens d'acheminer ces médicaments. Et bien entendu, je lui ai immédiatement proposé de préparer cet ARN pour lui. C'est comme ça que nous avons commencé. Beaucoup de personnes étaient très sceptiques à ce sujet, vous savez. Ils ne pensaient pas que ça fonctionnerait. Ils ont pris cette technologie, l'ont modifiée un peu pour la faire fonctionner dans les vaccins contre la Covid-19. Nous avons fait des découvertes majeures et nous avons lancé des essais cliniques.
L'objectif était très clair, développer un vaccin aussi vite que possible. Les vaccins génétiques contre la Covid, ils ne fonctionnent pas. Je crois qu'on peut applaudir. Hein. Félicitations à Jelena Ganshof et à ses collègues et à toute l'équipe qui a réalisé ce film. Je crois que je suis assez bien placée pour savoir quelle est la somme de travail et d'investissement qu'il faut pour arriver à faire un documentaire aussi chouette et instructif et bien fait. Bravo, bravo. On va laisser les personnes totalement méritées. Applaudissements totalement mérités. On va laisser les quelques personnes qui ne peuvent pas rester pour la table ronde sortir. Et pendant ce temps, je vais demander aux invités de cette table ronde de me rejoindre et je vais vous les présenter. La maîtrise de cette technologie, elle ouvre donc des perspectives thérapeutiques qui donnent beaucoup d'espoir aux malades et à ceux qui les soignent. Alors, pour en parler, nous avons la chance d'avoir réuni ce soir avec nous parmi les meilleurs spécialistes de ce domaine. Je vais demander à celui qui vient de plus loin, le professeur Adrian Kreiner, de me rejoindre du Cold Springs Harbor Laboratory. Ici. Il est donc biochimiste, il vit aux États-Unis, c'est un biochimiste de renom international. Il étudie les mécanismes de l'épissage défectueux de l'ARN dans le cancer et les maladies génétiques depuis très longtemps. Il a décrit certains des fonctionnements qui ont permis de mettre au point des médicaments, par exemple contre une maladie génétique très rare qui s'appelle l'amyotrophie spinale infantile et qui provoque la mort de la plupart des nourrissons avant l'âge de 2 ans. Ces bébés qui ne survivaient pas ont aujourd'hui un médicament qui s'appelle le Spinraza. On parlera notamment de ça, et bien sûr aussi du cancer et des épidémies. Je vais demander aussi à Steve Pascolo, au professeur Steve Pascolo, qu'on vient de voir dans le film. Il est venu non pas sur son vélo, mais en train de Zurich, merci à lui. Il s'est formé en immunologie, on l'a vu à l'Institut Pasteur, il a travaillé en Allemagne, donc à Tübingen, avant de rejoindre l'hôpital universitaire de Zurich. Merci pour la Suisse. Il est lui aussi un des pionniers de ces vaccins ARN dans le domaine du cancer, et parmi ses travaux, on notera celui qui concerne les immunostimulations cancéreuses, et dont nous parlerons tout à l'heure. Et puis Alexandra Calmi, la professeure Alexandra Calmi, elle est avec nous. Je pense qu'on va la voir à l'écran à distance en raison d'un décès dans sa famille. Elle est médecin, responsable de l'unité VIH-Sida ici aux hôpitaux universitaires de Genève, et à travers des collaborations diverses, notamment avec l'OMS et Médecins sans frontières, elle s'intéresse aux épidémies, à l'accès aux traitements et aux vaccins dans des contextes de ressources limitées. Et elle participe aussi à de nombreux essais cliniques dans ce domaine, on en parlera tout à l'heure. Comme Steve Pascolo, elle a contribué à informer la population durant la crise Covid en intervenant dans les médias et en se prêtant au difficile exercice que nous leur demandions, nous les journalistes, de faire de la vulgarisation dans l'urgence. Et puis Michael Pittet, qui est aussi professeur au département de pathologie immunologie ici, à l'université de Genève. Il est spécialiste... Merci. C'est aussi un spécialiste de renommée internationale en immunologie du cancer. Il a obtenu son doctorat à Lausanne avant de partir travailler 15 ans aux États-Unis. Et à Harvard, heureusement, on l'a récupéré. Il a énormément publié pendant ce temps. Et il œuvre aussi à créer des ponts entre la recherche fondamentale et la clinique, et puis à accélérer l'arrivée de thérapies innovantes aux patients. Et j'invite enfin son collègue Arnaud Didier-Laurent, qui est aussi professeur au département de pathologie et immunologie. Ils sont voisins de bureau. Alors, Arnaud Didier-Laurent, il est ingénieur en biotechnologie. Il a été formé en France aussi. Il a travaillé en Angleterre, aux États-Unis, dans la recherche, et puis aussi pour la firme pharmaceutique GlaxoSmithKline pour le développement des adjuvants vaccinaux. Il connaît très bien les processus qui mènent d'une découverte à la commercialisation d'un vaccin. On en discutera tout à l'heure. Alors, honneur à ceux qui viennent de loin.
Adrienne Kleiner, une des questions qui se pose au fond, c'est comment on passe de l'animal à l'humain, et est-ce que le fait que vous avez travaillé sur des maladies rares, mortelles, ça a facilité le fait de passer à la clinique en phase 1, 2, 3 chez l'humain? Alors, je vais vous demander de prendre le micro. Et Adrien, il comprend. Voilà. Ça fonctionne? Oui. Il parle ou pas? Vous l'entendez? Je ne sais pas s'il fonctionne. Alors, je pense qu'ils ne sont pas allumés. Merci. Heureusement qu'on a un ingénieur. Voilà, c'est bon. Je rigole. Voilà. Ils sont allumés? Parce que comme l'intervention est filmée, il faut vraiment que tout le monde parle dans un micro, y compris vous, quand on vous passera... D'accord, 30 secondes. Ah oui, moi j'en ai un qui fonctionne. Je pourrais vous le passer en fait. Oui, tout à l'heure, quand je vous passerai la parole, parce que l'idée c'est qu'à la fin de la table ronde, il y a un moment d'échange entre la salle et nous pour les questions. Je vous demanderai d'attendre d'avoir en fait le micro en main pour que, d'une part, Alexandra Calmi qui est à distance vous entende, et puis que d'autre part, sur la vidéo qui sera ensuite accessible au public sur le site, j'imagine, de l'université, qu'on entende en fait vos questions. En tout cas, merci d'être là nombreux ce soir pour nos intervenants et pour avoir vu cet excellent film. Ah oui, mais alors on pourrait commencer avec merci Martine Collard-Mefessine, parce que Alexandra Calmi, en fait, on vous entend, vous n'avez pas besoin de micro. Donc, je vais vous poser les questions que je voulais vous poser à vous. Évidemment, on se dit aujourd'hui, est-ce que si une nouvelle pandémie devait advenir, est-ce qu'on serait prêt encore plus rapidement qu'on l'a été en 2020? Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Et puis, c'est une grande chance qu'on ait ce panel d'experts ici. Merci beaucoup à tous. Est-ce qu'on sera plus prêt? On peut déjà essayer de tirer les leçons de ce qui s'est passé dans Covid-19. Donc, ce qu'on a vu dans Covid-19, c'est qu'on a été capable de limiter le nombre de décès par une vaccination qui est arrivée au bon moment, très rapidement, qui a fait l'objet d'essais cliniques de bonne qualité, qui ont été bien menés. Et malheureusement, ce qu'on a aussi constaté, c'est qu'on n'a pas été capable d'actionner un mécanisme de solidarité qui a distribué ces vaccins dans le monde entier. Il y a eu des initiatives comme l'initiative de l'OMS, l'initiative COVAX, qui devait essayer de collaborer pour un accès mondial aux vaccins avec au moins 20% de la population des pays à ressources limitées qui reçoivent ce vaccin. Ça a été, on dira, un échec. On n'a en tout cas pas réussi ça pour beaucoup de raisons, mais une des raisons, par exemple, c'était qu'il y avait une saturation des capacités de production, et ça, c'était quand même un problème. Il y avait eu aussi un certain nationalisme vaccinal. Alors, est-ce que ce nationalisme vaccinal qui empêche finalement la redistribution des doses, est-ce qu'on le reverra ou pas dans une prochaine pandémie? C'est évidemment difficile de savoir, on ne change pas si facilement, mais il y a ce traité des pandémies qui est en préparation, qui n'a pas été signé malheureusement au mois de mai comme il aurait dû l'être lors de l'Assemblée mondiale de l'OMS, et qui bute d'ailleurs sur une polarisation nord-sud par rapport à l'accès aux médicaments et aux vaccins qui seraient nécessaires dans une pandémie. Donc je crois qu'il faut rester extrêmement vigilant par rapport à la solidarité et l'équité dans une prochaine pandémie. On a réussi beaucoup de choses dans Covid-19, mais cette solidarité, à mon avis, ça a été un échec. Comment on a réussi à conduire des essais cliniques en pleine pandémie? Ça a été compliqué, j'imagine que c'est déjà compliqué quand il n'y a pas d'urgence. Oui, ça a été compliqué. D'un autre côté, il faut quand même dire qu'il y a eu des essais cliniques de très grande ampleur, pour les vaccins notamment, durant la pandémie. C'est aussi parce qu'il y a la pandémie qu'on est capable de faire des essais qui incluent 30 000, 40 000, 50 000 patients. C'est tout à fait inédit d'avoir des essais cliniques aussi larges, qui recrutent aussi rapidement et qui donnent une réponse aussi rapide. Donc ça, je dirais que ça a été un succès de la recherche clinique.
Ce qui a manqué un peu par la suite et pour d'autres objets que les vaccins, notamment pour les traitements, c'est la coordination de ces essais cliniques dans des consortiums. Et ça aussi, j'espère que dans un traité pour les pandémies, on pourra améliorer cette coordination. Et où on en est dans l'idée d'un vaccin contre le sida qu'on attend depuis tellement longtemps et qu'on ne voit pas venir? Est-ce que là, il y a un espoir du côté de l'ARN messager? Bien, c'est clair que les vaccins ARN messagers, ils offrent plusieurs avantages pour le vaccin du VIH, mais il faut savoir que ça fait des décennies qu'on cherche un vaccin contre le VIH et ça fait des décennies que les études sont toujours extrêmement désespérantes et négatives pour plein de raisons, hein. On les connaît, les principales, c'est vraiment la grande variabilité génétique et les mutations du virus, du VIH en lui-même, qui est un obstacle au vaccin. Alors, comment l'ARN messager et cette plateforme pourraient nous aider? En tout cas, les firmes et le NIH, qui sont des sponsors de 3 essais cliniques qui sont actuellement en cours, pensent qu'on pourrait être aidé par la plateforme ARN messager. D'une part, parce que on arrivera probablement à stimuler de manière préférentielle des cellules qui mettront en production, si on peut dire, des anticorps largement neutralisants, donc des anticorps extraordinairement robustes, c'est ce dont on a besoin pour se protéger contre le VIH. Cette plateforme ARN messager peut le faire beaucoup mieux que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, puisque aujourd'hui, il n'y a eu que des échecs. Il faut dire que le meilleur vaccin contre le VIH avait 30% d'efficacité, ce qui n'est évidemment pas un succès. Donc oui, il y a beaucoup d'espoirs qui sont mis sur la plateforme ARN messager, il y a des essais qui sont en cours, mais même si c'est prometteur, je crois qu'il faut quand même le dire, ce sont encore des essais et c'est encore expérimental. Donc on ne sait pas aujourd'hui si cette plateforme permettra de surmonter les obstacles qui sont liés finalement au virus lui-même. Restez avec nous et vous nous faites signe si vous voulez intervenir dans cette table ronde. Alors, Adrienne Kreiner, maintenant que le micro fonctionne, alors peut-être 2 mots sur vos travaux à vous qui ont conduit à une thérapie qui protège les motoneurones chez ces bébés. On voit que cette technologie, elle permet aussi d'amener le corps à produire ce qui lui manque et qui peut être mortel. Yes, so the therapy that I worked on with Ionis and oui, tout à fait. Alors, le fait est que nous n'utilisons pas l'ARN messager, mais en fait, nous ciblons l'ARN messager donc pour le modifier pour que la cellule puisse produire une protéine manquante. Et pour le travail que nous avons fait, nous avons utilisé donc une petite partie de quelque chose qui ressemble à l'ARN, mais qui est modifié chimiquement. Et une fois que cela est inséré dans la cellule, eh bien, cela cible l'ARN messager qui est produit naturellement et change la façon dont la cellule le gère. Donc, le ARN messager peut être thérapeutique dans le cas d'un vaccin, peut également être une cible pour des raisons thérapeutiques. Donc, tout les gènes produisent des ARN messagers et comme il y a différents types, eh bien, c'est versatile et nous pouvons l'utiliser différemment. Et plus nous comprenons comment cela fonctionne, plus nous pouvons donc exploiter le potentiel pour différents types de traitements. Est-ce que là encore, comme dans l'urgence de la pandémie, le fait que vous travaillez sur une maladie mortelle a permis de passer de l'animal à l'humain plus rapidement? It wasn't so quick. I mean, it's relative. That takes years, so maybe 15 years. Cela prend des années, donc 15 ans en fait, lorsqu'on va depuis la thérapie jusqu'à un premier patient dans un essai clinique. Donc, ils sont inclus dans les essais cliniques jusqu'à approbation. Donc, c'est un processus très lent et long parce que lorsqu'on développe une thérapeutique, eh bien, il faut d'abord démontrer qu'il y a un grand potentiel de fonctionnement et puis également, il faut que cela ne nuise pas. Donc, il faut que ce soit sécuritaire. Donc, au début, on fait des expériences dans un laboratoire pour démontrer que
le mécanisme est tel qu'il est attendu ou on peut l'améliorer. Ensuite, il y a une série d'expériences qui doivent être faites dans des modèles animaux, donc des souris la plupart du temps, pour démontrer que cela fonctionne dans ce cas-là et qu'ensuite ça fonctionne dans un organisme vivant et que, bien sûr, cela ne nuit pas et se fait en toute sécurité. Donc ensuite, il y a d'autres espèces sur lesquelles on peut faire des tests avant de se tourner vers des patients. Il y a déjà beaucoup de difficultés par rapport à une maladie mortelle, donc on ne veut pas empirer cela. Donc après plein de revirements, eh bien, on peut se tourner vers l'humain très doucement, de façon très précautionneuse, avec des toutes petites doses au départ pour s'assurer que les patients peuvent réagir en toute sécurité. Ensuite, on augmente la dose. Donc, c'est un processus qui est très chronophage. Et bien sûr, selon les maladies, c'est différent, mais lorsqu'il y a une pandémie, eh bien, il y a urgence. Et donc, les délais changent Steve Pascolo, merci. Steve Pascolo, dans le cancer aussi, le temps joue contre le patient. Et évidemment, on l'a entendu dans le film, il y a énormément d'attentes, en particulier pour ces pathologies cancéreuses pour lesquelles les médicaments actuels ne fonctionnent pas. On pense au pancréas, aux ovaires. Et la question qui brûle les lèvres de tout le monde et qu'on a envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le pipeline, comme on dit, et qui va arriver sur le marché rapidement. Au fond, les espoirs, ils sont de quel côté ? Moderna est en phase 3 pour 3 types de cancers, de cancer de la peau et cancer des poumons. Donc on peut espérer que dans 2 ou 3 ans, je pense que... Dans le cancer, maintenant les autorités en général demandent qu'on montre que les patients survivent plus longtemps. Donc vous avez besoin de temps pour montrer dans une cohorte que la survie des patients dépasse la survie attendue avec les techniques et les traitements habituels. Donc on ne peut pas faire comme dans le cas du Covid, en quelques mois, valider ce genre de thérapie. Donc là, Moderna est en phase 3. Je pense que pour montrer un avantage de survie chez les patients qui reçoivent le vaccin ARN par rapport aux patients qui reçoivent les thérapies sans vaccin ARN, il faudra, je pense, Michael, tu peux me dire 2 ans au moins, parce qu'il faut que les courbes de survie soient suffisamment différenciées pour pouvoir statistiquement dire que ça fonctionne. Donc il faut être un peu patient malheureusement, mais ce qu'il faut dire, c'est que grâce à l'ARN messager, à sa facilité de production, c'est des nouveaux types de vaccins qui sont, je les appelle haute couture, c'est-à-dire que chaque patient reçoit son vaccin, comme un vêtement haute couture qui est fabriqué pour chaque patient. Et ça, c'est grâce à la possibilité de produire l'ARN facilement, comme on a vu, comme je le dis, avec une photocopieuse, au fait, on peut très facilement faire de l'ARN, et donc ça a ouvert la possibilité contre le cancer, de faire des vaccins sur mesure. Et dans le passé, on faisait plutôt des vaccins génériques contre le cancer qui ont donné des résultats mitigés. Mais là, avec l'ARN et les vaccins sur mesure, on est dans une autre dimension. Et on espère tous que ces vaccins sur mesure anti-cancer vont dans 2 ans montrer leur efficacité dans ces 3 indications de Moderna et peut-être aussi dans celles de BioNTech qui sont en phase 2, cancer du pancréas. Et il y aura certainement chaque année, à partir de 2026, 27, on espère chaque année pouvoir avoir un nouveau type de vaccin ARN anti-cancer approuvé pour différentes indications, donc, comme je le disais, cancer de la peau, comme Conseil nous disait, ovaire, cancer du sein, cancer du pancréas. Donc on va certainement avoir chaque année des bonnes nouvelles pour les patients. On espère. Alors, Michael Pittet, justement, cette hyper-individualisation, c'est un des objectifs des immunothérapies. Et comme le disait Steve Pascolo, le fait de pouvoir rapidement produire des ARN, ça permet de déjouer ce que tous les cancérologues craignent, qui sont ces résistances, en fait, au traitement et les mutations rapides des cellules cancéreuses. C'est vraiment une magnifique façon de rebondir sur ce que Steve Pascolo disait. Donc effectivement, on est probablement à 2 ans de savoir quel est l'impact de ce genre de traitement dans le contexte du mélanome en tout cas. Et l'excitation, elle vient du fait effectivement qu'il y a cette possibilité de personnaliser le traitement qui est la médecine de demain. Grâce au fait qu'on comprend de mieux en mieux la complexité des tumeurs, la capacité qu'on a de quelque part définir des cartes d'identité des tumeurs ou
ou des codes barres, où on peut trouver différentes façons de visualiser ça. Quand on pense à l'approche ARN messager, on a en principe une opportunité relativement rapidement, relativement simplement, en tout cas sur le papier, de pouvoir faire cette personnalisation. Donc on peut se dire qu'on va avoir une évolution assez incroyable ces prochaines années. Peut-être qu'aujourd'hui, les traitements qui sont testés dans le contexte du mélanome vont apporter des éléments positifs. On l'espère, on le pense par rapport aux signaux qui sortent. Peut-être dans le cancer du pancréas, on peut être un peu plus prudent. Mais dans tous les cas, on sait très bien qu'on est sur une nouvelle voie de traitement qui va permettre d'aller probablement beaucoup plus vite qu'avant et de personnaliser. Ça va, à mon avis, beaucoup nous intéresser et changer, on l'espère, la vie de beaucoup de patients. Dans le cancer, vous faites la distinction entre traitement contre le cancer et vaccin contre le cancer, c'est deux approches différentes. Oui, alors peut-être que je laisserai Arnaud, Didier, Laurent répondre à ça. Mais c'est vrai que le terme de vaccin dans le cancer, il est un peu compliqué, parce qu'on parle de vaccin thérapeutique aussi, qui est un peu un contresens. Peut-être je vais laisser... oui, volontiers. Il y a un deuxième micro, si vous voulez le prendre. Tout à fait. Non, donc je peux ajouter peut-être, c'est vrai, on parle de vaccin parce que à la base, dans ce contexte de cancer, on essaye d'induire une réponse immunitaire contre la tumeur. Et donc c'est aussi ce qu'on essaye de faire contre des maladies infectieuses, donc, induire une réponse contre l'agent pathogène. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça vaccin, mais c'est vrai qu'on est proche de l'aspect thérapie, effectivement. Mais c'est vrai aussi, comme dans les maladies infectieuses, que s'il y a une mutation du virus, s'il y a une mutation des cellules cancéreuses, vous pouvez revenir voilà, auprès du patient. Tout à fait, c'est un avantage de ces technologies, c'est rapidement on peut changer le code et donc s'adapter en fonction de l'évolution du pathogène ou d'échappement cancéreux. Alors que quand le quand le cancer devient résistant à la chimiothérapie, à toutes les chimiothérapies, il n'y a plus d'issue. Tandis que là, je vais en repasser le micro. Est-ce que cette technologie à ARN messager signifie qu'il y aura toujours une possibilité et qu'on ne se retrouvera plus comme aujourd'hui, parfois dans un cul-de-sac thérapeutique? C'est vrai que l'excitation elle est vraiment importante. Et sans aller dans les détails, on réalise aujourd'hui que pour qu'une tumeur se développe et qu'elle devienne macroscopique et qu'elle puisse avoir un vrai impact négatif sur la personne, elle a d'une façon ou d'une autre échappé au système immunitaire. Et en fait, notre système immunitaire, il est vraiment capable, sans qu'on s'en rende compte, d'éliminer des cellules anormales, des cellules cancéreuses au cours de notre vie. Le vaccin à ARN messager ou les thérapies à ARN messager, elles ont la possibilité de générer des réponses immunitaires très puissantes qui sont dirigées contre la tumeur. Donc là, on peut même se dire que en fonction de la cartographie de la tumeur, on pourrait soit cibler des éléments particuliers à cette tumeur, voire peut-être même d'autres éléments de la tumeur qui pourraient être plus génériques, qu'on pourrait trouver chez plusieurs patients, pour générer une réponse qui soit forte. Et ça, c'est la capacité de ces approches ARN messager qui séduit beaucoup les immunologistes et les personnes qui s'occupent d'immunothérapie dans le cancer et ailleurs. Alors moi j'ai une question pour Adrienne Kreiner à propos du cancer. Est-ce que dans les cancers dont on sait qu'on est porteur d'une mutation qui nous met à risque, je pense par exemple au cancer du sein avec les mutations BRCA1, BRCA2, est-ce qu'une technologie un peu comme celle que vous avez utilisée pour l'amyotrophie spinale pourrait aller corriger, et là ce serait non pas un vaccin curatif mais un vaccin préventif du cancer? In that case, maybe it's not a vaccine. Oui, dans ce cas, ce n'est peut-être pas un vaccin. Et c'est ce que nous essayons de faire. C'est donc d'insérer certains types de nucléotides qui vont cibler les cellules cancéreuses. Donc il y a des essais cliniques, mais très peu. Et la problématique est, comme vous l'avez dit tout à l'heure,
cellules cancéreuses apprennent à échapper à cela. Et on peut tuer une cellule cancéreuse, mais si on ne la tue pas à 100% et toutes les autres, eh bien les autres vont continuer de croître. Donc c'est un vrai problème quant à ces cellules cancéreuses. Maintenant, pour une approche vaccinale, lorsque l'on utilise quelque chose qui ne vise pas les cellules cancéreuses directement, mais que l'on contourne cela, eh bien, on arrive à autre chose. Mais le cancer est très, très, très dur et la lutte est difficile contre le cancer. Donc peut-être que l'on peut utiliser plusieurs approches modulaires pour créer une synergie plus efficace. Mais c'est qu'avec le temps que nous pourrons savoir. Oui, je voulais juste peut-être ajouter une autre approche qui est également testée actuellement, c'est d'aller amener, grâce à la technologie, des molécules inflammatoires à l'intérieur de la tumeur. Dans ce cas, on injecte directement l'ARN dans la tumeur. On produit une sorte d'inflammation locale, ce qui attire les cellules du système immunitaire. C'est actuellement, je pense, en phase 1, notamment Moderna, qui est un programme. Et donc, c'est aussi une manière de résoudre ce problème d'avoir les bonnes cellules qui vont au niveau de la tumeur, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est une approche qui est aussi intéressante, au-delà de simplement stimuler le système immunitaire. Steve Pascolo, vous dites qu'en un week-end, on peut produire de l'ARN messager nécessaire contre un problème. Ça signifie aussi qu'en fait, on relocalise la fabrication de vaccins ou de thérapies et qu'on va avoir besoin de beaucoup de biologistes, au fond, beaucoup de savoir-faire local, qu'on sort de cette vision très industrielle de la même thérapie pour tout le monde, qui est fabriquée dans un pays ou dans l'autre et qu'on arrose la planète entière avec, alors qu'on voit qu'on vit des pénuries de médicaments, vers une production plus localisée. En tout cas, il y a le développement d'automatisation de robots, on va appeler ça par exemple des RNA printers, donc des machines qui pourraient localement produire l'ARN à façon. Donc l'industrie, il y a plusieurs industries aux États-Unis, en Europe, qui vont vers des automates de la taille d'un vieux téléviseur et qui peuvent vous faire de l'ARN sur place à demande. Donc ça, c'est certainement ce qui va venir plus tard, donc une automatisation, une robotisation de la fabrication de l'ARN et qui va donc diminuer les coûts, accélérer la disponibilité de ces vaccins à façon. Des innovations, nous par exemple, on synthétise maintenant de l'ARN messager de manière chimique, ça permet aussi d'aller encore plus vite. Donc il y a aussi de l'innovation sur les techniques actuelles qui vont être robotisées et des techniques nouvelles qui vont être encore plus rapides, donc encore moins chères. Je voulais juste compléter sur les différentes possibilités de l'ARN, puisqu'on en a parlé, injection intratumorale, vaccin. Moi je dis toujours l'ARN messager en médecine, c'est le couteau suisse de la médecine. On peut faire plein de choses. On peut faire des vaccins, des thérapies. On fait aussi ce qu'on appelle des cellules CAR anti-cancer, c'est-à-dire qu'on modifie les cellules du sang avec l'ARN pour en faire des tueurs de cellules tumorales. Donc il y a vraiment différents aspects. On peut injecter dans la tumeur, on peut faire des vaccins, on peut faire des cellules tueuses de tumeurs. Donc avec l'ARN messager, au-delà des vaccins qui ont été validés, on a vraiment une boîte à outils qui permet de faire beaucoup de choses et qui offre beaucoup de technologies et donc d'espoir pour les patients, en particulier les patients cancer. On a vu aussi dans le film de Yelena l'importance de ces capsules lipidiques et du fait qu'il y a de la recherche là autour et qu'il y a des startups et des grands labos qui travaillent dessus. Et un des problèmes qui préoccupe beaucoup Alexandra Calmi, c'est le fait de pouvoir apporter ces vaccins dans des endroits du globe où il fait très chaud. On sait qu'ils sont très instables, ces vaccins. Non, c'est pas vrai. Mais ils supportent mal la chaleur et donc évidemment ça limite la possibilité de les transporter. C'est plus vrai. C'est plus vrai. Tant mieux. Ça va vite, ça va vite parce que pendant le Covid, on disait les premières versions étaient des vaccins qui, à cause surtout de la structure lipidique, étaient conservés à moins 80. Maintenant, par exemple, la compagnie Arcturus, compagnie californienne, a un vaccin anti-Covid qui est lyophilisé, qui est approuvé au Japon. Il n'est pas encore approuvé en Europe ou aux États-Unis. Ce vaccin est lyophilisé, donc il est stocké, transporté à température ambiante. Moderna est en phase 1 ou 2 avec une nouvelle formulation de lipides qui est stable en liquide à température ambiante. Donc il y a déjà des innovations, déjà en fait, un vaccin approuvé et d'autres en devenir qui sont stables à température ambiante, donc vous pouvez être stocké et distribué à température ambiante, donc ouvrant les perspectives d'accès plus larges.
Alors, on a vu aussi dans le film la question des brevets, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui pensent qu'il y a moyen de faire différemment pour que des thérapies soient accessibles à tout le monde, aux plus riches et aux plus pauvres. Et puis, on parle aussi beaucoup des effets de mode. Tous les investissements, tout à coup, vont dans ce domaine-là. Arnaud, Didier, Laurent, les thérapies plus anciennes, elles sont obsolètes ou bien ça vaut la peine d'investir de l'énergie et de l'argent dans de plus anciennes thérapies? Ouais, on pose souvent la question, est-ce que ça va finalement remplacer tous les vaccins? Je ne crois pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, les vaccins qui sont donnés aux enfants sont très efficaces, très safe. Et donc, finalement, je pense que ces vaccins font tout à fait l'affaire. Par contre, dans certaines applications, les pandémies, c'est clair, c'est une technologie qui va permettre d'aller plus vite à faire des vaccins, comme l'a mentionné Alexandra. Et dans certains cas, on voit que, si je prends l'exemple de la grippe, donc il y a beaucoup de développement pour le vaccin de la grippe, les premières versions des vaccins à base d'ARN ont montré qu'ils étaient équivalents, voire moins bons que les vaccins classiques, qui sont utilisés depuis des années. Seulement maintenant, il y a eu quelques données qui suggèrent qu'ils sont un petit peu plus supérieurs. Donc ça montre quand même que la technologie ne peut pas remplacer ou peut être complémentaire ou ouvrir de nouvelles perspectives sur des cibles qui étaient traditionnellement difficiles à atteindre, en tout cas à solutionner. Mais ils vont remplacer les vaccins classiques de la grippe, puisque un des problèmes, c'est que les virus mutant tellement vite, souvent on se fait vacciner avec un vaccin qui est plus efficace. Voilà, alors la grippe saisonnière, elle ne varie pas tant que ça en fait. Bien sûr, elle varie, et donc il y a un travail chaque année pour définir quelle est la souche. C'est clair pour les vaccins, les grippes pandémiques, potentiel futur, ça serait une technologie relevante. Je pense qu'une des valeurs ajoutées, c'est de faire des combinaisons. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies qui travaillent sur une combinaison Covid-grippe, puisqu'on peut facilement mélanger les deux ARN. Bientôt, il y aura probablement une combinaison avec le virus syncytial qui est cause des bronchiolites chez les jeunes enfants et les personnes âgées. Donc ces combinaisons vont permettre d'avoir un seul vaccin annuel avant l'hiver pour nous protéger de ce genre de maladie. Donc là, il y a effectivement une valeur ajoutée. C'est peut-être ce qui va faire que progressivement, les vaccins traditionnels vont peut-être être remplacés dans ce cadre-là. Mais on n'est encore pas tout à fait prêt pour ça. Adrian Kreiner, une des questions à propos de brevets, pas brevets, c'est la question du coût de ces thérapies et leur accès. Et dans les maladies rares, on le voit bien de manière encore plus prégnante à quel point le prix est un obstacle. Vous voyez l'avenir comment dans ce domaine? Parce qu'on voit bien que les systèmes de santé, même des pays les plus riches, arrivent au bout de ce qu'ils peuvent supporter avec des thérapies toujours plus chères et une population vieillissante. It's a very complicated question because every country is a little bit different. C'est une question très intéressante et chaque pays est un peu différent. Moi, je ne suis pas non plus fan des brevets, mais la réalité est que sans les brevets, il n'y a pas d'investissement et la recherche et le développement dépendent de cela. Donc, c'est un mécanisme qui fonctionne. Il ne ravit personne, mais voilà, c'est un système qui fait que nous pouvons produire de façon efficace des produits et des thérapies efficaces qui relèvent d'un problème d'équité. Je n'ai pas de solution à proposer. Les brevets sont coûteux et ils sont coûteux quand on fait des demandes de brevets et ensuite pour les renouveler. Et les brevets sont demandés pas à tous les niveaux, mais là où il y a du profit, et les profits sont utilisés pour nouvelles recherches et de nouveaux développements. Donc les brevets sont dans les pays qui sont les plus intéressants, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe, le Japon, etc. Et il peut y avoir des brevets dans d'autres pays. Donc les entreprises vont dans ces pays, elles peuvent produire donc le même médicament sans s'inquiéter de brevets. Mais en pratique, cela ne se passe pas tant que ça. Maintenant, la problématique est que les brevets ont une durée limitée à 20 ans environ, et pendant ce temps, donc, l'heure tourne. Il y a les
des essais cliniques qui sont faits. Et cela a un effet pervers, car après l'échéance du brevet, eh bien, tout le monde peut fabriquer donc, ce médicament à moindre coût et le rendre plus accessible. Mais bien sûr, pendant tout ce temps, il y a de nombreux marchés sur lesquels il n'y a pas d'accès à ce médicament, ce qui est tragique. Mais parallèlement, les entreprises savent qu'elles ne peuvent que faire du profit et le rendre rentable pendant 15 ans environ. Donc, les médicaments sont plus coûteux pendant cette période pour la rentabilité. Donc, c'est très complexe. Je ne sais pas si c'est une bonne solution. Je ne sais pas s'il y a une solution mondiale. Idéalement, oui, mais je ne l'ai pas. Vous vouliez intervenir ? Oui, je voulais intervenir sur ce point qui est extrêmement important. On l'a vécu de manière très aiguë dans la pandémie VIH et on a eu un modèle pour l'accès en termes de santé publique qui était le Medicine Patent Pool, par exemple, qui est basé ici à Genève et qui a permis d'introduire une compétition générique. Et il y a un point qui me semble très important, notamment avec cette médecine personnalisée qu'on va voir arriver sur cette plateforme ARN messager, qui ce couteau suisse dont on attend vraiment des miracles, et à juste titre. Ce qui me concerne un peu, c'est la concentration des capacités de fabrication, c'est-à-dire est-ce qu'on va être capable de décentraliser ou est-ce qu'on va rester avec des capacités de fabrication extrêmement limitées qui font que même si c'est une médecine personnalisable, on arrivera à la personnaliser peut-être que dans des centres extrêmement experts. Alors aujourd'hui, il existe un centre de transfert de technologie spécifiquement pour l'ARN messager en Afrique du Sud. Et je pense que ça, c'est le genre d'effort que des pays riches comme la Suisse, avec autant de capacités non seulement académiques mais aussi industrielles, pourraient participer de manière peut-être un petit peu plus visible pour permettre que ces plateformes soient, disons, ce transfert de technologie, d'abord même sans parler uniquement des patentes, puisse être décentralisé. Donc ça me paraît un point où notre pays peut avoir un impact important et c'est peut-être un des points que je souhaiterais souligner aujourd'hui. C'est vraiment contribuer à la capacité de décentraliser la fabrication de ces plateformes ARN messagers. Ce transfert de technologie, c'est un peu votre domaine, hein, Michael Pittet, et à vous, Arnaud Didier-Laurent. Oui, je voulais rajouter à ce que dit Alexandra sur deux éléments. Un, c'est l'expertise, parce que pour faire, par exemple, un vaccin, il faut une certaine expertise. Cette expertise, on doit la développer dans ces pays dont Alexandra parle. Donc, c'est aussi un élément très important. Ce n'est pas uniquement faire des usines, mais apporter l'expertise et développer l'expertise. Donc ça, c'est très important. Et puis, une des problématiques, c'est est-ce que les vaccins qu'on propose sont adaptés à chaque pays. Donc, par exemple, le cas de l'Afrique, Covid, par rapport à des épidémies comme la tuberculose ou malaria, la question se pose, quel vaccin est prioritaire? Donc, c'est pour ça il y a des développements de vaccins à base ARN pour la tuberculose et malaria, mais c'est aussi un élément à prendre en compte dans ce transfert de technologie, effectivement. Et justement, est-ce que le risque, c'est pas d'innover que dans les domaines qui sont rentables, hein? Et c'est vrai que les startups, elles prennent des risques, hein. Vous l'avez vécu, Steve Pascolo. Comment innover sans avoir toujours cette question de la rentabilité derrière? Bon, il y a beaucoup de développements. Par exemple, il y a deux grands Européens qui développent des vaccins ARN contre la malaria. Donc, l'Union européenne, la Suisse participent beaucoup au financement. Donc, il n'y a pas que BioNTech et Moderna, non, en fait. Non, il y a beaucoup de développement public et d'argent public pour développer des vaccins qui sont des vaccins qui serviront surtout aux pays à plus faible revenu. Donc, je pense que l'effort est là. Maintenant, comme je disais, l'automatisation, les solutions futures, il ne faut pas imaginer le futur avec les solutions qu'on a aujourd'hui. Il y a des solutions qui arrivent, des robots, des automates, et qui vont permettre des productions donc locales, sans expertise, simplement même peut-être un professionnel en Suisse va pouvoir commander un robot au Nigeria pour produire une formulation qui va être injectée à un patient sur place. Donc, je pense qu'il faut voir aussi tous ces développements, l'intelligence artificielle, la robotisation vont permettre l'accès global à des thérapies de manière accélérée. Les pays plus pauvres devaient attendre. Je pense que grâce à l'ARN et à ces automatisations, les gens vont avoir accès très rapidement, de plus en plus rapidement, dans nos pays, mais dans d'autres pays, à ces technologies.
Ouais, l'espoir aussi, c'est de donner du travail aux jeunes scientifiques dans tous les pays où ils travaillent, aux biologistes, aux laborants. Enfin, c'est un peu ça. Et Steve Pascolo évoque l'intelligence artificielle. Vous travaillez beaucoup avec ça. Le couple intelligence artificielle ARN messager, c'est la fusée prête à décoller. Ça paraît porteur, en tout cas par rapport à ce qu'on entendait à la fin du film. On peut imaginer que ça va être la fusée version 3, 4 ou 5. Mais c'est vrai que toutes ces questions sont passionnantes. Après, la réalité terrible, c'est qu'un homme sur 2, une femme sur 3 va être atteint d'un cancer à un moment dans leur vie, que le nombre de patients atteints de cancer va probablement doubler d'ici les 20 prochaines années. Donc c'est un problème mondial, mais c'est aussi clairement un problème local. Et il y a de l'espoir avec ces technologies de pouvoir faire probablement beaucoup mieux que ce qui se fait aujourd'hui. Mais tous ces challenges qu'on aborde ce soir sont bien au-delà du problème de la compréhension de l'utilisation de la molécule. Et tous ces éléments sont capitaux. Je me sens extrêmement mal placé pour aller dans ces parties qui sont loin de mon expertise, mais clairement, ce problème global est passionnant. Alors, il y a une autre des questions qui se posent quand on parle de cette technologie qui donne beaucoup d'espoir à tout le monde, en dehors des épidémies, des pandémies et du cancer, c'est les maladies dégénératives du cerveau. Et est-ce que là, je ne sais pas si c'est Adrian Kreiner qui veut répondre, mais quels sont les espoirs de ce côté-là? Les gens posent cette question-là. Est-ce que nettoyer les protéines tau, les protéines amyloïdes, prévenir un peu ce qui affecte et qui détruit notre organe le plus important, est-ce qu'il y a un espoir de ce côté-là? Yeah, of course, there's a lot of hope, but I mean. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'espoir, mais je crois qu'il faut beaucoup de travail pour mieux comprendre ces maladies et comprendre quoi cibler. Les outils, nous les avons. L'ARN messager est certainement un outil, le vaccin ARN messager est un autre outil, et cibler l'ARN messager dans les cellules est également efficace. Nous l'avons utilisé pour le Huntington's, pour l'ALS, la maladie de Lou Gehrig's. En général, on utilise l'ARN pour essayer de rallonger les télomères de nos cellules pour contrer le vieillissement naturel. And that's a double-edged sword, right? Because the telomeres. Oui, alors ça c'est à double tranchant, parce que il y a bien sûr le vieillissement, mais il y a le cancer également. Donc si on penche trop d'un côté, on peut générer un problème de l'autre. Donc il faut trouver un équilibre. Mais tout cela et toutes ces technologies peuvent contribuer à ces maladies. Et nous apprenons également comment donc faire et pratiquer ces thérapies sur le cerveau. Et nous avons fait d'énormes progrès, mais il y a encore du pain sur la planche. Donc il y a de l'espoir, mais ce sont des travaux qui doivent se faire de façon conventionnelle et avec ces nouvelles approches. Je pense qu'il y aura des réussites, bien sûr, et j'espère bientôt. Oui, peut-être un exemple où on essaye de contrer une infection virale. Donc, je pense à Epstein-Barr, par exemple, qui est associé à des scléroses en plaques. Donc, effectivement, on pourrait créer un vaccin qui nous protège de EBV, Epstein-Barr, et potentiellement diminuer le nombre de scléroses en plaques. C'est le cas aussi pour le diabète de type 1. On essaye d'identifier les enfants qui sont susceptibles de réagir à une infection vaccinale en développant un diabète de type 1 et de les protéger par un vaccin contre le virus, en fait. Également les patients transplantés qui sont à risque de réinfection. Donc, il y a plusieurs via donc, ce qu'on connaît bien, notamment où on a des preuves de concept sur les infections virales notamment, on peut impacter des maladies chroniques long terme. Donc ça, notamment chez la personne âgée, on peut imaginer que dans le futur, on aura toute une batterie de thérapies ou de vaccins qui vont permettre d'améliorer la santé globale des personnes âgées et favoriser la diminution de ces maladies chroniques. Tout tourne autour de notre système immunitaire qui a été si longtemps méconnu aujourd'hui. Pour les maladies du cerveau dont vous parliez,
il est difficile d'atteindre le cerveau à partir donc, du sang. Par contre, les gens reçoivent des oligonucléotides, par exemple, contre des maladies comme Huntington, en injection dans directement le liquide céphalorachidien. Donc c'est un peu compliqué, c'est pas très agréable, mais il y a beaucoup d'études cliniques parce que ça peut être aussi un avantage, parce que là on peut injecter des doses relativement modestes, parce qu'elles vont être dans le liquide céphalorachidien, donc relativement dans un espace limité, ou des doses qui ne seraient pas efficaces si on les injectait dans le sang, mais qui peuvent être efficaces si elles sont injectées directement dans le système nerveux central. Et donc, il y a pas mal d'essais cliniques qui prennent, entre guillemets, avantage du fait que là, on a un volume qui est plus petit. Et donc, si on injecte un ARN qui permet, par exemple, d'empêcher les plaques, la formation de plaques, on est dans un système où un peu plus fermé, où vous injectez une fois par mois et ça peut avoir un avantage. Donc il y a quand même là aussi beaucoup d'espoir, même si la voie d'administration est désagréable. Et puis il y a un risque d'inflammation, non? Oui, mais donc les gens sont souvent en général corticostéroïdes quand ils reçoivent ces injections. Mais disons qu'il y a aussi un avantage sur certaines approches contre les maladies du cerveau, qui est qu'on est dans un volume un peu restreint, et c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal d'essais cliniques avec des oligonucléotides pour contrer les maladies dégénératives du cerveau. Merci beaucoup. Alors je vous propose de continuer la discussion avec vous. S'il y a des questions dans la salle, je sais qu'il y a des étudiants qui sont là avec le micro. Vous voulez prendre un des micros aussi ? Il faut que je vous en laisse un. Ouais. Adrienne Kreiner, c'est vous le gestionnaire du micro des invités. Alors, j'arrive pas bien à voir où vous êtes, mais bonsoir, voilà, madame. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre savoir-faire scientifique. Moi, j'ai des questions concernant en fait les effets secondaires. À votre avis, il y a des effets secondaires de cette technologie? Concernant l'ARN messager pour les Covid, on sait bien, parce qu'on a connu cet ARN messager par les Covid, même si la molécule est très connue, il y a des études il y a 30 ans sur les cancers qui ont déjà commencé. Je voudrais savoir, on a connu cette molécule par les Covid et on sait bien qu'il va toucher des récepteurs spécifiques au niveau du système rénine-angiotensine, au niveau du myocarde, au niveau cérébral. C'est quoi les effets secondaires? Vu que, et ce n'est pas anodin, il y a beaucoup des accidents vasculaires depuis ces fameuses Covid, vaccins anti-Covid. Il y a beaucoup de cancers, boost cancer. Il y a aussi des articles scientifiques qui expliquent une remontée statistique du cancer après ce vaccin anti-Covid. Et toute une série de maladies dégénératives qui s'accumulent. Il y a des effets secondaires véritables. Je ne sais pas qui veut répondre sur la question des effets secondaires. Alors, il y a des effets secondaires qui sont connus, donc les myocardites chez les jeunes hommes. Il faut savoir que la pharmacovigilance n'a jamais été aussi forte que contre ces vaccins Covid. Aucun vaccin sur le marché n'a été autant scruté, étudié, suivi que ces vaccins Covid. Donc, trouver les myocardites, par exemple, c'est vraiment l'aiguille dans la botte de foin. S'il y avait d'autres événements associés au vaccin, on le saurait, parce que, à nouveau, tous les pays, Europe du Nord, Europe centrale, Amérique centrale, tous les pays, toutes les agences ont suivi tellement précisément, avec une pression énorme des populations qui voulaient être sûres de la sécurité. Donc, s'il y avait des effets secondaires plus notables que les myocardites, qui sont elles-mêmes très rares et restreintes principalement chez les jeunes hommes, s'il y avait d'autres effets secondaires, on le saurait. Il n'y a pas d'autres vaccins qui ont été aussi scrutinés. Maintenant, pour d'autres événements, vous savez, il n'y a eu pas que les vaccins, il y a eu une épidémie de SARS-CoV-2. Donc, comment les gens peuvent dissocier ce qui peut éventuellement arriver du fait qu'ils ont été vaccinés ou du fait qu'ils ont été infectés? Donc, les gens ont tendance à vouloir dire c'est à cause du vaccin, mais c'est peut-être à cause d'une infection SARS-CoV-2 qu'ils ont eu certaines conséquences, ou ils les auraient eu de toute façon. Donc, je pense qu'il y a vraiment dans l'histoire aucun vaccin qui a été autant étudié, suivi en pharmacovigilance post-autorisation de marketing. Depuis 3 ans, c'est tellement scruté dans tous les pays par des agences qui fonctionnent très différemment. Celles en Finlande, en France, aux États-Unis fonctionnent différemment. Donc toutes ces agences ont des gens très différents, qui ont des approches différentes et qui tous scrutent
en pharmacovigilance ce qui peut arriver dans la population. S'il y avait quelque chose de vraiment lié autre que les myocardites, on le saurait. Alexandra Calmy, vous vouliez répondre aussi? On va peut-être laisser quelqu'un d'autre poser une question. Alexandra Calmy voulait répondre à cette intervention. Rapidement, je partage tout à fait l'avis de mon collègue. Je pense qu'il y a eu de la pharmacovigilance à l'échelle nationale et internationale. Il y a des myocardites, mais qui restent beaucoup plus fréquentes avec le Covid qu'avec le vaccin anti-Covid. Il faut savoir que c'est un effet secondaire aussi de la maladie elle-même, du virus. Et donc, le vaccin, certes, en fait, ça c'est clair, il y a des effets secondaires au vaccin Covid, mais il faut savoir aussi que, de même que pour les thromboses, par exemple, le Covid fait des thromboses, fait des myocardites, et un rapport de pharmacovigilance en France a montré que le risque de faire une myocardite est 7 fois supérieur lorsque vous êtes malade avec le Covid que lorsque vous prenez le vaccin. Donc, je pense qu'effectivement, il faut mettre ça un petit peu en lien avec la maladie aussi de laquelle on souhaite se protéger. Mais aujourd'hui, personne ne met en doute qu'il y a des effets secondaires. Ils sont suivis et c'est fait, je crois, de manière très transparente, avec l'aide de toute la communauté. Et d'ailleurs, je trouve très important justement ces débats publics parce qu'il est important de montrer ce que l'on sait déjà et puis on va encore apprendre et c'est très bien aussi. Est-ce qu'il y a une autre question de l'autre côté de la salle? Oui, pardon. Oui. Ce que je voulais savoir, malgré tout ce que vous avez dit, c'est est-ce que le fait d'être vacciné ne fait pas de nous des mutants? Et ensuite, donc, est-ce qu'on se connaît les répercussions peut-être dans 2-3 générations, puisqu'on a vu que par le passé, les gens qui avaient super bien résisté à certaines maladies sont maintenant en déficit, disons, par rapport à d'autres. Donc non, les vaccins ARN ne font pas de nous des mutants, de même que les virus ARN. Vous savez, le SARS-CoV-2 est un virus à ARN. Quand vous êtes infecté par le SARS-CoV-2, vous recevez de l'ARN dans une capsule. Cet ARN va se multiplier dans tout votre corps. Donc, quand vous êtes infecté par SARS-CoV-2, vous allez avoir des ARN de SARS-CoV-2, y compris l'ARN codant pour la spike, comme le vaccin, mais aussi beaucoup d'autres ARN codant pour beaucoup d'autres protéines du virus qui vont être dans votre corps, depuis vos cheveux jusqu'à vos orteils. Donc, ces ARN de SARS-CoV-2 vont être partout dans votre corps. Ils ne vont pas non plus vous rendre transgénique. Le vaccin, lui, va être en petite dose localement, se retrouver un peu systémiquement et disparaître. Mais dans votre vie, vous êtes exposé en permanence à des ARN messagers viraux, les rhumes que j'ai en ce moment, que vous aurez peut-être malheureusement cet hiver, sont des virus à ARN qui vont dans votre corps, qui se développent. Vous avez de l'ARN de ces virus, donc de l'ARN étranger dans votre corps pratiquement tout l'hiver, qui se développe dans vos poumons, dans votre sang, dans votre peau. Vous ne devenez pas transgénique, je pense. Donc il faut savoir que cet ARN, il est absolument partout, dans ce que vous buvez, dans ce que vous mangez, mais aussi dans les virus qui vous infectent. Et à nouveau, si vous imaginez la quantité d'ARN de SARS-CoV-2, du virus qui est produit dans votre corps pendant les quelques jours où vous êtes malade, c'est énorme, l'ARN du virus par rapport à l'ARN du vaccin. Donc, et sur la question des adjuvants aussi, puisque c'était une des questions aussi dans la vaccino-hésitation, c'était la question des adjuvants. Ces nouveaux vaccins, ils résolvent une partie de ces problématiques? Oui, parce que normalement, dans les vaccins protéines, les adjuvants sont historiquement l'aluminium. Maintenant, il y a des nouveaux adjuvants à base de saponine. Mais c'est pour ça que je ne suis pas tellement d'accord avec Arnaud sur... je pense que les vaccins ARN vont remplacer les autres vaccins à terme, parce qu'il y a plusieurs avantages. Ils n'ont pas besoin de ces adjuvants. Ils sont aussi véganes. Donc c'est aussi un thème qui intéresse. Ils ne sont pas cultivés sur des œufs comme les vaccins classiques. Voilà, les vaccins de la grippe, typiquement, sont faits dans des œufs, donc vous avez besoin de poules. Ça a un impact sur l'environnement, ça a un impact sur les animaux, et ça ne permet pas aux gens allergiques aux œufs de recevoir ces vaccins, par exemple. Donc vous voyez, il y a plusieurs problèmes mineurs dans les vaccins existants. Les vaccins au rayon rougeole rubéole sont produits pour des cellules, il faut 10 000 litres de culture pour faire un vaccin. Donc l'ARN coche toutes les bonnes cases. Donc, même si ce n'est pas prioritaire, si ce n'est pas urgent, mais sur le long terme, les vaccins ARN ont des avantages, même par rapport aux vaccins existants, au niveau production, au niveau allergie, au niveau vegan, aspect sur l'environnement. Donc, il y a énormément d'avantages. Mais merci pour votre question. C'est important justement de savoir que l'ARN, il est partout. Il est dans ces vaccins, mais il est aussi dans des virus. Et
on va le suivre. Donc, mais pour l'instant, on peut dire que les virus à ARN, les vaccins à ARN ne font pas de nous des gens transgéniques. Vous vouliez défendre les poules? Non, chacun son... Chacun son opinion, c'est tout à fait correct. On est scientifique, donc on peut débattre. Non, je voulais juste peut-être ajouter que finalement, on doit aussi comprendre les virus, comment ils fonctionnent, pour faire des vaccins. Ce n'est pas juste un ARN, une technologie. C'est quelquefois, on n'arrive juste pas à produire un vaccin. Alexandra l'a rappelé pour le virus HIV. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à faire de la recherche fondamentale. Parce qu'un vaccin, on ne le trouve pas comme ça ne tombe pas du ciel. Mais justement, est-ce que le fait d'avoir cette technologie tellement prometteuse, ça nous empêche d'aller regarder ailleurs? Ah non, alors au contraire, je pense justement ça peut accélérer le développement de vaccins dans le sens où on peut aller très vite faire une preuve de concept chez l'homme rapidement, puisqu'on a déjà montré qu'on peut les utiliser de manière safe. Et donc ça va permettre de faire des preuves de concept et de tester plusieurs approches rapidement. Et peut-être qu'effectivement, dans un futur lointain, ce serait une technologie qui va être importante. Mais je reste quand même sûr que plus ou moins les vaccins, en tout cas en cours utilisés chez les enfants, sont loin d'être remplacés par l'ARN, de mon point de vue. Voilà. Est-ce qu'il y a une... Oui, il y a une question là-bas, je vous laisse la poser. Bonsoir. Je voulais savoir, au niveau moléculaire, ce que... Pardon, je suis un peu stressée. Je voulais savoir, au niveau moléculaire, ce que ça voulait dire, le traitement sur mesure, quel ARN était injecté et comment vous arriviez à... s'il y avait une modification, une mutation, comment vous arriviez à modifier le traitement pour pallier à la mutation? Est-ce que c'est Michael Pittet qui répond ou... On va essayer de commencer à répondre et puis être suivi par d'autres. On peut imaginer différentes approches. Je ne suis pas sûr de savoir où vous êtes avec la lumière, donc ne me voulez pas si je ne vous vois pas directement. Mais une idée, par exemple, c'est de se dire, si on arrive à voir un petit bout de la tumeur, on va alors accéder à des déterminants qui sont vraiment spécifiques à cette tumeur-là. Donc si on prend un patient A, une tumeur, un petit bout de la tumeur de ce patient A, on va trouver des choses qui sont uniques à cette tumeur, et grâce à ça, on va pouvoir développer un médicament qui va être capable de reconnaître ces éléments qui sont particuliers. Et puis si on fait le même exercice avec un petit bout de tumeur d'un patient B, on va avoir d'autres déterminants qui vont permettre de produire des ARN messagers qui vont être différents. Donc une façon d'être personnalisé, c'est par exemple en allant chercher la tumeur du patient, en l'analysant in vitro, en éprouvette, et en faisant après la thérapie en question. Puis peut-être je me permets juste de rebondir très rapidement sur ce qui a été dit avant. C'est vrai que ces études qui sont faites chez l'homme, elles sont extrêmement importantes, c'est là où on veut aller, mais l'expérimentation, elle reste présente, et l'expérimentation sur les animaux, elle est aussi importante. Par exemple, on peut imaginer que demain, la prochaine étude sur un certain type de cancer va montrer qu'on a une bonne réponse immunitaire, mais on n'a pas une bonne efficacité contre la tumeur. Il va falloir comprendre pourquoi c'est le cas. Peut-être parce qu'on va avoir des lymphocytes qui vont être produits, mais qui ne seront pas capables d'aller dans la tumeur. C'est un exemple parmi d'autres. Et ça, il faut qu'on le comprenne et qu'on arrive à le contrôler. Donc, c'est vraiment un écosystème d'études cliniques et d'études expérimentales qui vont main dans la main. C'est ça, les États doivent faire une bonne pesée d'intérêt entre ce qu'on investit dans la recherche fondamentale, ce qu'on investit dans la recherche clinique et ce qu'on investit aussi dans la prévention, parce qu'il faut bien dire que vous réparez des dégâts qui sont provoqués par notre environnement. Hein. Est-ce que vous vouliez rebondir aussi et après on prend une dernière sur votre question de manière pratique, votre question était peut-être sur comment on fait physiquement. Donc, ces vaccins ARN bénéficient aussi des techniques de séquençage à haut débit. Donc, il y a un bout de la tumeur qui est séquencé, le génome est séquencé. On prend du sang, il est séquencé comme génome de référence. Et donc, avec ces deux séquences, celle de la tumeur et celle du sang, on peut voir les mutations qui sont spécifiques dans la tumeur. Et là, on produit un ADN synthétique qui va coder pour des petits peptides où au milieu, il y a la mutation.
De cet ADN, on fait un ARN messager, et c'est ça qui est injecté. Donc cet ARN messager va coder pour des petits peptides de 21 résidus. Au milieu, il y a la mutation, et le système immunitaire va les reconnaître, et donc va reconnaître ensuite la tumeur. Donc c'est vraiment, au niveau logistique, assez compliqué, parce qu'il faut envoyer effectivement un bout de tumeur et du sang dans des centres de séquençage. Ça prend à peu près 1 mois pour obtenir toute la séquence, enfin, ou peut-être un peu moins maintenant. À partir de ça, on trouve parmi les dizaines ou les centaines de mutations, on sélectionne quelques-unes dont on sait qu'elles sont peut-être plus relevantes cliniquement. On fait l'ADN qui code pour ces peptides avec ces mutations. De cet ADN, on fait l'ARN. Donc c'est un processus, une logistique assez compliquée, mais c'est comme ça que ça se passe pour les essais cliniques en phase 3. Une dernière question ? Ici ? Oui, merci. Oui, parlez bien dans le micro. Bonsoir. Premièrement, merci pour votre intervention et votre présence pour animer ce débat. Vous avez parlé de haute couture pour des vaccins thérapeutiques. Ça fait rêver sur le potentiel thérapeutique. On a aussi entendu parler de prudence dans le développement. Cette prudence qui amène à une lenteur dans le développement thérapeutique pour ne pas avancer trop vite. Et la question que je voulais vous poser, c'est comment réconcilier sur mesure et donc l'essai de quelque chose qui n'a jamais vraiment été testé précédemment, le besoin rapide et la prudence dans un développement de quelque chose qui n'a jamais été testé précédemment. Peut-être Arnaud Didier-Laurent, vous voulez répondre ? Je veux juste dire vite fait que ce n'est pas tellement nouveau si vous pensez aux greffes de moelle osseuse. Typiquement, ce sont des traitements individuels qui ont été faits donc, malgré tout assez rapidement, qui sont faits en permanence. Donc il faut voir que ce genre d'attitude ou pour des maladies vraiment très délétères, où il faut réagir vite, il y a des précédents. Donc on n'est pas dans l'inconnu. On a des traitements approuvés comme les traitements de moelle osseuse, qui sont des traitements individualisés, qui ont été mis en place sans avoir de grandes études éventuelles. Et puis peut-être pour ajouter, donc aujourd'hui la technologie ARN, c'est comme un peu une cassette, on a un peu le squelette et on met la cassette dedans, et donc on peut quand même se baser sur des connaissances actuelles, notamment grâce au déploiement large des vaccins Covid, d'un point de vue aspect sécurité. Dans certaines approches, on ne veut pas que cet ARN soit inflammatoire, donc là bien sûr il faut vérifier ça, et dans tous les cas on ne peut pas aller plus vite et donc démontrer la sécurité, c'est d'abord ça qui est important. Donc ça, on ne peut pas passer outre. Dans certains cas, bien sûr, on aimerait aller plus vite, mais je pense que c'est important de s'assurer que ces vaccins ARN restent sûrs et faire les choses comme il est demandé par les autorités réglementaires. Et voilà, c'est comme ça que finalement, on arrive à quelque chose de sûr et efficace au bout du compte. Merci. Malheureusement, il va falloir conclure. Alexandra Calmy, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, peut-être juste sur ce point qui est effectivement important, c'est que c'est ce que nous apprennent les pandémies, c'est l'absolue nécessité de travailler ensemble, de collaborer. On l'a vu pour le VIH, on l'a vu pour le Covid, on l'a vu pour Mpox, la nécessité aussi pour la communauté d'être très proche des scientifiques, des médecins et puis aussi des autorités réglementaires et politiques. Donc je pense que c'est ça qui fera la conciliation entre la nécessité d'aller vite et de répondre à des besoins et en même temps d'aller suffisamment prudemment pour ne mettre personne à risque. On ne le fera pas tout seul dans un coin. Je pense vraiment que c'est d'avancer ensemble qui nous permettra de mieux concilier ces différentes demandes qui ne sont d'ailleurs pas antagonistes. Merci. Le dernier mot à vous, Adrienne Kreiner, puisque Alexandra Calmy a parlé de politique. Vous voyez comment l'avenir de la recherche biomédicale aux États-Unis Non, mais est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que vous allez demander l'asile politique ensuite ? Slightly, no. I mean, to be honest, I'm extremely worried, but we're going to have to see. Non, alors nous allons devoir nous accrocher et voir ce qu'il se passe. Alors la science va survivre, bien sûr, mais je pense que nous allons traverser une période un peu difficile, car le public doit être convaincu de l'intégrité, du développement de médicaments, de la science. Nous dépendons donc de nos citoyens pour leur soutien. Nous avons des instituts nationaux de santé aux États-Unis et je crois que les 4 années à venir vont être un défi. Mais bon, la vie ne va pas s'arrêter là et nous allons devoir
attendre un peu pour voir. Je suis inquiète. Merci à vous 5 d'avoir participé à cette table ronde, même si c'est toujours frustrant parce qu'on aimerait pouvoir en dire plus. Et puis à propos du public, donc le but du film de Jelena Ganshof et de ses collègues, c'est vraiment qu'il soit vu par un maximum de monde pour créer ce dialogue entre les scientifiques et la société. Et elle est venue aujourd'hui avec Evgenia Vinpal, qui est la directrice d'Impact. C'est un projet qui vise à alimenter ce dialogue entre les étudiants, le grand public et les chercheurs. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de insidetomorrow.media ou discuter avec Evgenia qui est là, derrière cette caméra, juste à l'issue de cette discussion. Merci pour vos excellentes questions. Merci d'avoir été là. Bravo encore pour ce film. Et puis, bonne suite à vous, d'où que vous veniez. Et merci encore à nos collègues qui ont assuré la traduction et la technique et qui nous ont permis de dialoguer avec Alexandra. À bientôt.